présentation de nos panélistes. En commençant par tout seigneur, tout honneur, notre bridge coach, Julie Guimbault, avocate au sein de Toro. Julie, merci beaucoup d'être là cette année. Bonjour. Pardon. Bonjour. Bonjour. Conseiller en architecture et cybersécurité, René-Sylvain Bédard. Merci. Réponse d'incident, réseau opération, Simon David Williams de groupe ISM. Pas ce matin qui ouvre la conférence, merci Simon. Et notre directeur de la sécurité chez Déposition, Martin Lemay. Marc. Enchanté. Enchanté. On va revoir le cas type client qu'on a vu, qu'on a commencé à avoir hier, c'est-à-dire le livre de base anonyme mot de passe de groupe ISM que Simon aussi généreusement accepté de partager avec nous autres. Donc on va un peu continuer l'histoire si vous voulez, mais cette fois-ci avec différents points de vue selon l'expertise des différents panélistes. Donc je vais vous laisser partir. Je propose peut-être que je vais vous poser quelques questions, peut-être au fur et à mesure. À la fin, est-ce qu'on vous voulez qu'on laisse les gens poser des questions? Vous voulez qu'ils interviennent durant le panel? À la fin, parfait. Je vais te laisser les commandes du site. Allez-y, parfait. On m'entend? J'entends bien. Ah oui, ok, parfait. Donc, vous savez un peu l'histoire. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, je vais faire un petit rappel. Ça s'est passé le 27 octobre 2017. J'ai reçu un appel d'un technicien chez Groupe ISM et lui qui me dit qu'il avait finalement accès à ma boîte courriel. Et en inspectant un petit peu plus loin, on s'est rendu compte qu'il y avait une backup de la base de données de mots de passe qui s'est fait. Et après ça, ça a été exfiltré vers le Dark Web. Donc, ça touchait à l'époque plus de 200 clients et organisations, des organisations publiques, des cliniques médicales, et j'en passe, beaucoup de personnes. C'est tous les accès. Parce que nous, la façon qu'on gérait nos accès, on mettait tous nos mots de passe à l'époque dans une base de données pour tous nos clients divisée par des dossiers. C'est un peu ça ce qui est arrivé. Naturellement, on n'a pas eu la capacité pour répondre à l'appel, donc on a demandé à l'industrie des TI de nous aider d'extérieur. Tu n'as pas demandé à ton ciseau. J'en avais pas de ciseaux. Ah, ok. Ça, c'est un autre enjeu. Ensuite de ça, ce sera pas long. Je m'en rappelle. C'est avec Ouais, on est perdu sur la lettre. Je vais y aller comme ça. Dans le fond, ensuite de ça, naturellement, on a fait appel à l'industrie des TI pour pouvoir régler le problème. Et puis, ça a pris du temps. C'était vraiment long à régler le problème. Ça a pris facilement un mois. Puis honnêtement, on a eu des impacts. Un mois, ça, c'est sécuritaire. Tout le monde, les accès ont été changés partout. On s'est connecté sur toutes les devices, tous les clients. Partout, rechanger les mots de passe dans une nouvelle base de données sécurisée. Vous imaginez la job que c'est. Je veux dire, dans une entreprise, il y a quoi? Facilement une centaine de devices. On calcule les access points, les switches, les routeurs. Donc, on a tout changé ça. On a mis ça dans une autre base de données. Puis, on a eu des impacts quand même longtemps. Parce que c'est soit sur les opérations qu'on a eu des impacts, soit sur des questionnements des clients. L'enquête, naturellement, qui a eu lieu, on a fait affaire avec une firme d'enquête forensique spécialisée. On avait aussi un bridge coach qui nous a été attribué pour gérer les communications. Fait que, ça, vous en entendez parler plus des experts, mais l'étendue du cybercrime aussi a été catégorisée par la Sûreté du Québec comme majeur. Alain pourrait peut-être vous en parler. Je ne sais pas c'est quoi la différence entre majeur et mineur, mais c'est quand même important. Donc, merci. Ce qu'on a remarqué, dans les logs, je vous l'ai dit, ça pointait tout souvent sur le Dark Web. Ce que j'ai appris aussi, c'est que c'est très sécuritaire le Dark Web parce que rarement on peut se faire justice dans le cas du Dark Web. Parce qu'au début, ma seule intention, c'était de me faire justice, essayer d'avoir une justice en arrière de ça, faire en sorte que la personne qui a fait ça paye. Mais au final, quand tu utilises le Dark Web, puis dans les 37 cybercrimes qu'on a fait chez Groupe ISM, quand on arrive avec une adresse IP du Dark Web, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est difficile de se donner justice. Ça peut prendre du temps, ça prend des experts. Puis on n'est pas outillés, nous, en TI, pour se faire justice. C'est la job de la Sûreté du Québec de faire ça. Fait que nous, on a. Depuis ce temps-là, on a développé une façon de travailler qui nous permet de sécuriser un client en crime actif. Donc, ce n'est pas vraiment nous qui l'a développé, mais c'est une question de lumière, en fait. C'est un peu comme une scène de crime. Quand on arrive dans un cybercrime, ou comme le cybercrime d'ISM, on considère tout l'environnement réseau comme une scène de crime. Pareil. Tu sais, comme tuer quelqu'un, là, après ça, il y a. Pas vous, là. Il y a une scène de crime, ils vont tout isoler, ils vont barricader tout, puis après ça, ils vont se mettre à aller chercher des preuves. Mais
c'est un peu la même chose en TI. Ce qui va arriver, c'est qu'on va barricader, on va couper le fil réseau, on va s'assurer qu'on est off-net, qu'on est déconnecté totalement du réseau. C'est la première chose à faire. Isoler le réseau. Pour être sûr et certain d'être capable d'aller capturer la totalité des preuves nécessaires pour mettre tout en enquête et surtout, éventuellement, Julie va en parler, mais protéger les individus qui seraient peut-être touchés par cette faille. On déconnecte le réseau, on déconnecte les switches, on n'éteint pas les postes de travail parce que parfois, nous, en 2017, il y avait encore des clés qu'on pouvait récupérer en mémoire. Donc, ça nous a permis, malheureusement, dans le cas, ça n'a rien donné, étant donné que c'était une exfiltration d'accès, mais chez quelques clients, on a eu une fois où on a été chanceux en récupérant une clé en mémoire. Donc, on laisse les gens collecter les preuves. Dans notre cas, chez Groupe ISM, naturellement, il y avait beaucoup de preuves à collecter. Il faut comprendre qu'à l'époque, on avait 3 data centers, je crois, donc plusieurs serveurs, et puis ça nous a pris du temps à aller collecter ces preuves-là. On a travaillé en étroite collaboration avec la firme bancaire. Ce réseau-là, c'est simple, on le scrape. C'est fini. On ne travaille plus sur ce réseau-là, on ne branche rien sur ce réseau-là, et on ne ramène jamais un appareil qui était dans le réseau rouge dans un autre réseau. En fait, ce réseau-là va mourir. C'est un peu comme ça. On le revend sur le marché. Exact. Mais là, vous allez dire, ben, Simon, on ne peut pas arrêter les opérations d'une business au complet et rien faire. Non, je suis d'accord avec vous. Surtout dans le cadre d'une business, les TPV, il faut qu'ils marchent. On est d'accord. Les payes, il faut que ça se fasse. Sinon, le lendemain, on n'a plus personne. Donc, nous, ce qu'on fait chez UPSM, on crée un réseau jaune qu'on appelle, qui est un réseau temporaire. Ce n'est pas le réseau ultimement final avec toute la sécurité, mais c'est le réseau minimum qu'on a besoin pour opérer la business. Il y a quand même des outils de sécurité avec des services essentiels qui est installé, mais vraiment le strict minimum pour opérer. On n'est pas en train de servir nécessairement des clients, on est en train de survivre. C'est un peu ça. Le réseau jaune, essentiellement, étant donné que ce n'est pas la finalité du réseau vert, autrement dit le réseau super sécuritaire final qui va être prêt à la deuxième vague d'attaque, lui aussi va être scrappé. Au final, tout ce qu'on fait dans le réseau vert va être scrappé, tout ce qu'on fait dans le réseau jaune va être scrappé. Parce que, ultimement, le but, c'est de le rendre dans un réseau vert, où on prend les appareils du réseau rouge, qui sont encore en bon état, on les formate, on les réinstalle si c'est des postes de travail, on les formate, on les réinstalle si c'est des serveurs, on flash le firmware des routers, on part vraiment à zéro. Vraiment, tous les firmware de router, switch, AP, on repart tout ça à zéro, au complet. Tu réinstalles ça, puis là, après ça, tu crées ton réseau vert avec ce matériel. Dans notre cas, étant donné qu'il y a souvent une urgence dans le réseau jaune, on va commander une coupe de laptop. Exemple, la cellule de gestion de crise, les gens qui travaillent activement dans le crime, on va aller chercher une coupe de laptop aux autres qu'on va faire venir, puis on va les faire rouler après ça. Parce qu'on se crée un autre réseau qui n'est pas sur l'écran, mais le réseau orange. C'est quoi le réseau orange? C'est simplement notre atelier. Notre atelier pour permettre de faire les Windows Update, nous souvent deliver, s'assurer que nos firmware upgrades sont faits. Donc là, éventuellement, à force de rouler dans le réseau orange, on se pile des laptops qui sont prêts à mettre dans le réseau vert. On se pile des switches, des routeurs qui sont prêts à mettre dans le réseau vert aussi. C'est un peu ce qu'on fait pour remonter l'entreprise. Le réseau vert, lui, 100% sécuritaire, il permet de résister à une deuxième vague. Dans les solutions, vous le savez, là, je m'en dis adresse, René va vous en parler tantôt, mais il y a plusieurs solutions qu'on peut faire pour faire en sorte de sécuriser notre environnement réseau. Et puis, le réseau vert peut prendre parfois, une idée, ça peut se faire en 2 jours, là, mais en moyenne, chez nous, dans les entreprises, on peut dire que ça prend minimum une semaine avant qu'on soit prêt à même brancher le premier périphérique dans le réseau vert. Souvent, on se dit que ça va aller vite, c'est bien beau être miraculeux, c'est bien beau pas dormir, c'est bien beau être sédivant, mais il ne faut pas faire d'erreur. C'est ça qui est le plus important. Donc, quand vous allez créer le deuxième environnement qui va être prêt à recevoir la deuxième vague d'attaque, quand probablement vos passes vont être filtrées ou probablement vous allez cibler dans des hackers, il faut être sûr que cet environnement-là est sécuritaire, que rien du réseau rouge qui a été branché, que tout est conforme. Bref. Donc, c'est un peu notre histoire, c'est un peu aussi comment on fait pour sécuriser nos clients. Je te passe la parole. Ah non, c'est Julie, excuse-moi. Donc, Julie, c'est à toi. Merci. Oh! Merci. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je vais vous parler du rôle de l'assurance et du rôle du breach coach dans le cadre d'une cyberattaque. Peut-être me présenter brièvement. Moi, je suis avocate de formation, je suis spécialisée en protection des renseignements personnels et cybersécurité. Alors, j'accompagne les clients sur une base quotidienne quand ils se font, notamment quand ils se font attaquer
par des pirates informatiques ou quand un employé envoie un fichier Excel par erreur à l'extérieur de l'organisation. Puis là, il faut déterminer c'est quoi les obligations légales, puis qu'est-ce qu'on fait. Aujourd'hui, on parle de cyberattaque, mais il y a toutes sortes d'interventions qui peuvent être pertinentes dans ce contexte. L'année passée, quand on a fait ce panel, il y avait une personne, un courtier d'assurance, qui avait parlé des assurances. Alors, je vais en parler brièvement parce que je travaille régulièrement avec des assureurs cyber pour détailler leur rôle et responsabilités. Puis après ça, je vais parler de mon rôle comme Breach Coach. Donc, c'est les assureurs qui ont créé cette expression Breach Coach, en fait, là, quand ils ont développé leur produit d'assurance autour des années 2000, ils ont commencé à développer une liste d'experts avec lesquels ils voulaient travailler, notamment des avocats spécialisés dans le domaine qui pouvaient assister leurs clients lors d'une attaque. Et donc, l'assureur, quel est son rôle? Pour ceux qui ne connaissent pas ça, essentiellement, les assureurs vont émettre une police d'assurance cyber. Il y a toutes sortes de modèles, de types de police, mais essentiellement, ça va faire en sorte qu'une organisation, lorsqu'elle a un incident de sécurité, une perte de données, un incident qui implique des renseignements personnels, vont nommer en fait des experts pour aider l'assuré à intervenir, puis inclure dans le cadre de cyberattaques. Donc, dans la mesure où une entreprise est assurée, elle va nécessairement contacter son assureur, déclencher la police, demander qu'il y ait des professionnels qui soient nommés, donc des avocats, des experts en TI, comme les membres du panel. Et essentiellement, on va travailler avec eux, avec le courtier, là, pour aider l'organisation à gérer l'incident. L'assureur peut couvrir les frais des professionnels en question, peut aussi couvrir le paiement d'une rançon. Il arrive fréquemment que l'on paye une rançon pour être capable de récupérer certains systèmes parce qu'on n'a pas les backups ou les backups ont été compromis ou ne sont pas viables. Donc, il y a des polices qui couvrent le paiement de la rançon. Le marché est rendu je dirais, plus difficile. C'est un marché qui est plus dur en ce moment au niveau de l'assurance et du paiement des rançons. Donc, il y a des assureurs qui demandent à l'organisation de participer au paiement de la rançon. Et d'autres qui ne couvrent plus le paiement d'une rançon, mais en général, il y en a encore beaucoup qui vont payer pour ça si l'organisation est capable de démontrer que c'est vraiment nécessaire pour être capable de reprendre ces opérations rapidement, puis qu'ils ne sont pas capables de récupérer une partie ou la totalité de leur système informatique avec des sauvegardes. Je peux me permettre. En fait, oui, il y en a plein, là, des statistiques, là, mais de moins en moins, je dirais, les organisations payent. Moi, je dirais que dans ma pratique, là, c'est à peu près 20-25% des organisations qui vont payer une rançon. Quand j'ai commencé à faire ça, autour de 2015-2016, on payait plus souvent parce que les organisations étaient moins matures et les sauvegardes étaient moins protégées. Donc, c'était très fréquent qu'on était obligé de payer une rançon. De nos jours, là, on réalise que les experts en TI là, ont vraiment compris là, ce qu'ils devaient faire pour protéger leurs sauvegardes. Ils ont différents types de sauvegardes et donc, généralement, ils sont capables de rebâtir avec les sauvegardes. Donc, des montants qui sont... Oui, définitivement. Quand on a commencé, les rançons étaient très élevés. Là, c'était... bon, dans les pires scénarios, moi, j'ai vu 25 millions dans un de mes dossiers. Qu'on n'a pas payé évidemment, mais en général, ça tournait c'était entre 500 000 et à peu près 2-3 millions, mais la moyenne c'était 1-2 millions qui était demandé en général. Là, ça a baissé. Il y a eu un effritement des gros groupes de pirates et là, il y a plus de petits groupes et du ransomware as a service qui se développe de telle sorte que les gens, les pirates demandent des montants moins élevés. Ça tourne plus autour du 500 000, 200 000. Quand on est rendu dans les multiples millions, c'est parce qu'ils ont frappé un gros poisson, ils ont eu le temps de regarder dans leur système s'ils avaient de l'assurance. Ils vont voir s'il y a de l'assurance en cherchant les polices d'assurance. Ils vont voir aussi sur les données publiques, ce qui est disponible et dans le système pour voir c'est quoi les revenus de l'entreprise, puis ils vont y aller avec un facteur, un pourcentage des revenus pour demander un montant de rançon. Mais ça a baissé définitivement. Donc, ça peut être un avantage d'avoir de l'assurance. Il y en a qui décident de nos jours, compte tenu de la valeur des primes, de s'auto-assurer en se disant bon, ça va me coûter tant de m'assurer, alors je préfère ne pas m'assurer, puis je vais appeler un Breach Coach, je vais me trouver des experts à l'avance, ils vont magasiner leurs experts à l'avance pour être prêts.
Mais il y a quand même certains avantages à travailler avec de l'assurance, surtout quand on a un montant de rançon à considérer. Donc, ça, c'est le rôle de l'assureur. Le rôle du bridge coach. Donc, le bridge coach, ce qu'on fait, nous, c'est que généralement, ce qu'on conseille à nos clients, c'est de nous contacter à partir du moment où ils ont connaissance d'un incident qui peut impliquer des renseignements personnels, que ce soit une cyberattaque ou que ce soit une perte de données d'une autre façon. Un employé qui a oublié un laptop sur un train, ça a l'air simplet, mais c'est arrivé, puis il y a une décision de principe qui a été rendue au Québec en 2021 sur un cas type d'un employé de iRock qui avait oublié son laptop sur le train et que ça contenait beaucoup d'enseignements personnels sur des investisseurs à la bourse. Alors, ça peut arriver. Donc, ils vont nous contacter, puis vont nous demander de travailler avec les experts pour retenir les experts. Donc, les firmes de TI qui vont aider l'entreprise à retrouver ses systèmes, à enquêter, puis à déterminer aussi quelles données ont été compromises dans ce contexte-là. Donc, je ne sais pas si on pourrait passer à la prochaine slide. Je ne sais pas si c'est toi qui va avec le... Merci. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retenir tous ces experts-là, incluant les négociateurs, en fait, qui vont négocier des rançons si on en a besoin. Puis, on va discuter, donc on va diriger cette équipe-là. Puis, la raison pour laquelle c'est préférable de contacter son procureur dès le début, c'est que l'on va retenir les experts, puis on va enclencher le privilège avocat-client de telle sorte que toutes les communications vont être couvertes par le privilège avocat-client, donc le secret professionnel, de telle sorte que s'il y a un litige, éventuellement une enquête par la Commission d'accès à l'information ou un autre corps réglementaire, ben, dans ce cas-là, on va pouvoir essayer de contrôler, je dis bien essayer de contrôler ce qu'on doit divulguer ou ne pas divulguer dans ces contextes plus litigieux. Donc, on va accompagner nos clients, puis on va leur donner aussi des comptes. Dans le cadre de l'enquête, c'est super important d'accompagner son client pour déterminer jusqu'à où on pousse l'enquête, parce qu'on doit vraiment comprendre ce qui s'est passé, incluant quelles données ont été compromises. Puis ensuite de ça, on va leur donner des conseils juridiques sur leurs obligations légales dans ce contexte-là. Est-ce qu'on doit notifier les gens, est-ce qu'on doit notifier les commissions, etc. Et on va aussi aider les entreprises à rédiger des communications, parce qu'il y a beaucoup de communications à préparer dans ce contexte-là. Les fournisseurs, les clients, les employés, qu'est-ce qu'on leur dit si les opérations sont complètement paralysées. Donc, on va accompagner nos clients là-dedans, puis on va les aider à rédiger puis à communiquer. Donc, c'est le rôle du bridge coach essentiellement. Je pense que là, je céderai la parole à René Sylvain, n'est-ce pas? Voilà. Merci. Julie, d'ailleurs, tu parlais plutôt de négociation au niveau des rançons. Moi, originalement, quand j'ai fait mes premiers incidents, j'étais sous l'impression, vraiment, que je ne payerais jamais parce que c'est des criminels. Et ensuite, j'ai appris avec le temps que, premièrement, il y avait juste quelques négociateurs. Tu pourrais-tu parler un petit peu là-dessus? Oui, alors, au Canada, en fait, il y a une firme de négociateurs qui est très connue, ils sont en Ontario. On les utilise régulièrement quand on a besoin de négocier. Il y en a une aux États-Unis aussi. En fait, il y en a plus qu'une aux États-Unis, mais il y en a une qui est vraiment connue. Je ne les nommerai pas là, parce que je ne veux pas faire la publicité pour les autres, mais si jamais ça vous intéresse, écrivez-moi puis je vous dirai c'est qui. Mais alors, ce qu'on fait, là, c'est qu'on utilise les négociateurs pour différentes raisons. Alors, moi, quand j'ai un client qui se fait attaquer puis dont les systèmes sont emprisonnés par un rançongiciel, je leur dis, voici ce que vous avez comme option. On pourrait, en fait, parce que souvent, ils vont laisser les pirates une note là, sur le système, contactez-nous si vous voulez récupérer vos systèmes. Puis là, ben, il y en a qui me disent, there's no way que moi je vais négocier avec un pirate, c'est pas vrai, on va s'arranger, on n'a pas besoin d'eux autres. Alors, moi, la discussion que j'ai avec eux, c'est correct de ne pas vouloir payer, tant mieux si vous avez des backups qui sont viables et vous êtes capable de rebâtir. Mais ce qui est intéressant, c'est de communiquer avec eux pour comprendre ce qu'eux prétendent avoir exfiltré de votre système informatique. Parce que souvent, ça c'est vraiment un problème dans mon travail, souvent on n'a pas les logs qui vont nous démontrer ce qui a été exfiltré. Alors une chose qui est décevante, c'est qu'on va rentrer dans une organisation lors d'un incident, on va parler avec les gens pour leur dire, OK, c'est quoi votre système de log, qu'est-ce qu'on va être capable de regarder, puis on réalise qu'il n'y a pas grand-chose, là, tu sais. Alors, c'est pas préservé, on ne voit pas ce qui rentre, ce qui sort, mettons que c'est un business email compromise, la compromission d'une boîte de courriel, ben on n'a pas vraiment d'historique, on n'est pas capable de voir ce qui a été regardé, on n'est pas capable de voir si ça a été téléchargé.
ce qui a été, c'est ça, alors visualisé. C'est malheureux. Donc, les pirates, eux, ce qu'ils vont faire pour essayer de nous convaincre, évidemment, de payer une rançon, c'est qu'ils vont nous dire, ben voici ce qu'on a pris. Alors, ils vont utiliser leurs meilleurs arguments pour nous convaincre qu'ils ont téléchargé des données, que souvent, ils vont y aller avec des mots-clés, HR, Finance, Legal, puis ils vont essayer d'aller chercher ces documents-là. Puis là, ils vont nous les montrer pour nous dire, ah, ben voici. Alors, on a des données sensibles sur votre organisation, puis si vous ne nous payez pas, on va les diffuser sur le Dark Web. Ils ont des sites, là, des shaming sites. Alors, puis les négociateurs, ils ne chargent pas grand-chose, c'est des montants forfaitaires. On n'est pas obligé de payer, mais on jase avec eux et ça nous permet de prendre des décisions puis de pouvoir conseiller nos clients, nous, sur leurs obligations légales à la lumière de ce qu'ils vont nous montrer. Souvent, on va utiliser ça de concert avec les données que les firmes d'investigation vont nous fournir, c'est-à-dire, parfois, il y a des logs limités. Souvent, on est capable d'avoir une idée de ce qui s'est passé, mais pas toujours. Alors, on va combiner ces informations-là, tant des négociations avec les pirates, je dirais les communications dans ces scénarios-là, qu'avec la preuve technique pour pouvoir conclure que telles données ont été compromises, puis voici ce qu'on devrait faire dans les circonstances. Alors, en fait, on n'est pas obligé de payer jamais. On peut communiquer avec eux. Ça ne va pas faire en sorte qu'on s'engage dans un processus dans lequel on ne peut pas reculer, c'est-à-dire on peut interrompre les communications. Moi, j'ai poussé des négociations, des fausses négociations avec des clients très loin, en mettant des montants sur la table que j'avais aucune intention de payer, que notre cliente n'avait pas l'intention de payer, parce qu'on voulait se gagner du temps, parce que pendant ce temps-là, notre cliente était en train de renforcer la sécurité de son site, de rebâtir, puis de renforcer la sécurité, puis de mettre en place tout ce qu'elle avait besoin de mettre. Et donc, négocier avec des pirates informatiques, là, que ce soit des vraies ou des fausses négociations, ça ne change absolument rien. Donc, on le fait parfois pour gagner du temps et habituellement, ça nous donne beaucoup d'informations. L'autre question que je me fais souvent poser pour conclure là-dessus, c'est est-ce que si je paye, ils vont vraiment livrer? Puis est-ce qu'ils ne vont pas nous réattaquer? Hein? Parce que, tu sais, comme dans la cour d'école, là, si tu cèdes au bullying, là, puis que tu pleures au lieu de te relever puis de te défendre, est-ce que ça ne va pas continuer pendant des années? Alors, j'ai rarement été dans des situations où, quand j'ai payé une rançon, les pirates n'ont pas livré ce qu'ils avaient promis, c'est-à-dire les outils pour décrypter, déchiffrer, et aussi, ils n'ont pas, en fait, publié les données qu'ils avaient exfiltrées du site de nos clients. Donc, généralement, ils ont un certain, ça va avoir l'air drôle, mais ils ont un certain code d'éthique, là, parce qu'ils veulent garder leur réputation de si tu payes, ben, ils vont livrer, parce que sinon, moi, je vais dire à mes clients, mais faites pas ça, parce qu'ils ne respectent pas leur parole. Puis, ils ne réattaquent généralement pas une entreprise. Puis, l'entreprise, généralement, quand elle se fait attaquer une fois, elle n'a pas envie que ça se reproduise, donc elle va écouter ses experts, puis elle va améliorer sa sécurité. Donc, quand on est obligé, nous, on ne conseille pas à nos clients de payer une rançon, je veux que ça soit très clair, mais s'ils sont obligés de le faire parce qu'ils sont mal pris, bien, en général, ça se passe bien. Donc, c'est pas nécessairement un rabbit hole, comme on dit en anglais. Parfait. Bon, moi, je présente la portion réponse d'incident. Mon nom est René Sylvain Villard. Je suis architecte TI de profession. J'ai fait ça pendant 25 ans. Depuis les 5 dernières années, j'ai fondé Indominus, qui est une firme qui fait, entre autres, de la réponse aux incidents. On peut faire la prévention, mais des fois, on n'a pas le choix. Un peu dans le même modèle que ce que Simon David a donné tantôt. Nous, on y va vraiment en 3 étapes, donc vraiment venir comprendre ce qui s'est passé dans l'environnement. Ça inclut, entre autres, de sceller l'environnement, de s'assurer qu'on est capable de récupérer les logs, de s'assurer qu'on est capable de voir le cheminement qui est arrivé. On passe également des entretiens avec le staff, parce que très souvent, on va trouver « Ah oui, il y a un mois, j'ai cliqué sur quelque chose, mon écran a flashé, mais après ça, c'est devenu correct. » Donc, on peut trouver le point initial et je vais vous dire franchement, dans tous les événements qu'on a fait à date, il y a 1, 2, 3 mois qui se sont passés avant l'attaque de rançon logicielle. Donc, le payload initial date de longtemps et ils prennent ce temps-là vraiment pour comprendre ce qui se passe dans votre environnement. Ils vont probablement connaître votre environnement mieux que vous le connaissez au final. Ils vont savoir combien vous avez dans vos comptes, où est-ce que sont vos backups. Ils vont s'infiltrer dans vos backups, comme ça, quand vous allez restaurer le malware aussi. Donc, c'est important de bien comprendre tout le cheminement de ce qui s'est passé. Parallèlement à ça, il y a un effort de recouvrement. Fait que oui, on va inspecter les backups, on va vérifier s'il y a des backups. Dans certains cas, il n'y en a pas. On va essayer de faire du forensic pour aller chercher les données
pour essayer de déchiffrer les données qui sont sur les disques et des outils pour ça. Je vais vous dire franchement, là, c'est time intensive. Deux, il n'y a pas de solution miracle. Le meilleur des cas que j'ai vu à date avec ces outils-là, c'est 89% de récupération. Et c'est pas dit que ça va être vos données les plus récentes. Ça va être les données qui vont être capables de récupérer. Et finalement, il y a toute la reconstruction. Donc, vraiment, de venir redonner des services. C'est pas linéaire. Hein. Les trois choses arrivent habituellement en même temps, comme avec les trois réseaux tantôt. On se retrouve à faire de l'enquête et de la reconstruction en parallèle pour s'assurer que les utilisateurs qui sont à l'extérieur, qui ont besoin d'avoir accès à leur boîte de courriel, qui ont besoin d'éviter d'être en faute de service envers leurs clients, il faut rapatrier ces services-là le plus rapidement possible. Et oui, comme tu disais, David, ça fait des très longues journées et des très courtes nuits. Effectivement. Moi, j'étais le client dans ce cas-ci. Je peux dire que le rôle du client, c'est simple, c'est de survivre. Comme client, je me suis posé la question, quel est le minimum de la version opérationnelle que je peux avoir? Comment je pourrais survivre? C'est quoi mon minimum? Puis, c'est pas facile comme entrepreneur, parce que naturellement, quand on veut ouvrir le business. Mais non, il faut que tu te mettes sur, tu te mettes sur un médicament que tu vas garder en vie au minimum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, chez nous, c'était les payes, la première priorité opérationnelle. Donc, on a déterminé ça, comment on pourrait faire les payes de façon la plus simple possible. Puis après ça, on va au minimum après, puis on va étape par étape, jusqu'à temps que, après la réponse d'incident, on puisse rallumer ou commencer à rallumer des services. Naturellement, il y a un impact émotionnel épouvantable. J'ai fait ma première crise de panique quand c'est arrivé en 2017. J'ai pris 4 Tylenol, ça a marché, j'ai regardé le ciel. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est se fier à ses experts. C'est pas plus compliqué que ça, parce que eux autres, c'est des gens qui font ça régulièrement. En mon cas, j'étais bien encadré, je le remercie encore. Puis, d'écouter les experts, de prendre le temps de prendre les bonnes décisions. Pas avoir peur de prendre des décisions difficiles aussi. C'est un peu ça. Donc, c'est de participer activement aux rencontres, c'est de suivre l'état du cybercrime, puis espérer pour le mieux. De bien s'entourer. Vous avez parlé beaucoup hier en préparation aussi des logs, je t'en ai parlé, Sylvain aussi, Martin sur son dit un mot, mais j'étais curieux de voir qu'est-ce que vous suggérez aux experts entrés dans la salle par rapport à toute la portion là qui, vous m'avez dit à plusieurs reprises hier justement, c'était une difficulté quand vous avez à intervenir en entreprise. Oui. Donc, là-dessus, je dirais que c'est malheureusement quelque chose qui, en anglais on dit overlooked, c'est quelque chose qu'on ne pense pas trop, mais dans notre expérience, c'est vraiment prendre le temps de centraliser vos logs, prendre le temps de regarder ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe dans votre environnement. Je prends l'exemple de notre produit qu'on a en ce moment, où on prend chacun des appareils, on rapatrie les logs vers le cloud, on s'assure de faire la corrélation des événements. On est en mesure de voir que telle personne a cliqué sur tel courriel qui a donné telle chose, et on est en mesure de bloquer le poste avant que ça devienne une hémorragie. C'est vraiment important de mettre ces mécanismes-là en place. C'est pas de la TI traditionnelle. On va être d'accord, là. C'est pas quelque chose que on ramasse les bonnes viewers, on les ramène à quelque part. C'était la bonne pratique il y a 20 ans. Maintenant, il faut évoluer ça plus vers un modèle SIEM. Il faut rapatrier ces données dans des modèles où tout ce qui impacte un et l'autre, on va être capable de faire la corrélation. Donc, les logs du firewall, les logs des postes, les logs de réseau, tout rapatrier ça en même place. Et je sais, en tant que CEO, qu'il y a des patrons qui vont faire ça, ils vont dire « Ouais, ça va me coûter 200$ par mois pour venir des logs, pourquoi je ferais ça? » Pour la même raison que quand tu vas chez ton notaire, tu payes ton notaire, tu signes ton document, tu lui demandes d'en garder une copie. Parce que si jamais il t'arrive quelque chose, tu vas être capable de retrouver ce qui s'est passé. Fait que les logs, c'est un peu ça en même temps, c'est d'être capable de voir la trace de tout ce qui se passe dans votre réseau, de prévenir très souvent des désastres, mais aussi que si jamais il y a un désastre, d'être capable de voir après ce qui s'est passé. Martin, au niveau des organisations, le vrai challenge, souvent, ça va être justement le budget, le coût, le temps, l'effort à implanter un système de logging. Et quand on approche le problème, on a généralement le réflexe de voir tout loguer. Tout loguer, c'est le serveur, tout loguer, c'est le système endpoint, etc. Alors qu'en réalité, je vais en parler un petit peu tantôt, mais il faut partir d'un point de vue stratégique. Qu'est-ce qui est core? Qu'est-ce qui est le plus important? C'est quoi qui est critique de loguer au début, d'avoir un plan d'action progressif sur plusieurs années. Vous ne pouvez pas, de toute façon, à moins que vous avez un réseau de 4 postes, là, vous ne pouvez pas avoir un login
debugging complet du jour au lendemain. Il faut que ça scale avec l'organisation, avec son modèle de risque, commencer par ce qui est critique, commencer là. Aussi le niveau de détail qui est requis. C'est quelque chose qu'il faut s'asseoir, penser, réfléchir, pas aborder en premier. Et à moins d'avoir le budget de la Banque du Canada, j'ose te croire que les gens. Puis le est long, puis je te le dis, ils sont pas encore en train de scaler. Dans la vraie vie, je vous donnerai un exemple concret. Récemment, j'ai un client dont une directrice de ressources humaines, sa boîte courriel a été compromise. Puis là, on essayait de déterminer s'il y avait des logs pour voir ce qui était rentré ou sorti, ou s'il y avait eu un sync de la boîte courriel, ce qui avait été fait. On n'avait rien, on n'avait pas de visibilité. Alors là, ça nous met devant le choix de est-ce qu'on. En fait, on pouvait voir qu'il y avait eu une visualisation d'à peu près 6 fichiers sur son ordi, là, puis après ça, sa boîte courriel, on n'avait aucune visibilité. Puis là, on se disait, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on notifie, est-ce qu'on passe à travers sa boîte courriel avec un processus de e-discovery, puis qu'on détermine toutes les données personnelles qu'elle avait sur les employés de cette organisation-là, et que l'on notifie tous ces gens-là en n'étant pas certain qu'ils ont en fait fait l'objet d'un compromis? Est-ce que, ou comment on gère ça? Là? Alors, moi, dans ces situations-là, si j'y vais d'une façon conservatrice, je vais dire à mes clients, selon la loi, sa boîte courriel a été compromise. Alors, c'est quoi la décision que vous voulez prendre? C'est une gestion de risque. Là. Alors, est-ce que vous voulez ne pas la notifier, ne pas passer à travers la boîte de courriel? Ou est-ce qu'on fait ce qu'on devrait faire, c'est-à-dire vérifier ce qu'il y a là-dedans, puis après ça, déterminer qui on notifie pas. Si on avait eu plus de logs, ben on aurait peut-être eu une meilleure visibilité. Alors pour nous, je sais que c'est des coûts, mais pour nous, comme avocats, pour vous aider, vous donner des conseils, puis pour aussi réduire l'effort après pour notifier, c'est très, très précieux comme outil. Il y a une tendance des fois à miser très très fort sur la détection du ruling, ce genre de choses-là, mais définitivement d'avoir des traces, c'est encore, à mes yeux, quand c'est nécessaire, c'est encore plus important que d'avoir la fameuse règle de détection qui n'a finalement peut-être pas trigger dans l'incident du tout. C'est arrivé pareil, puis là on n'a pas la donnée justement pour confirmer est-ce qu'il y a réellement eu accès à données personnelles ou sensibles. Bref, des fois, c'est encore de mieux stratégiser la journalisation, la détection puis la capacité. Et un autre point aussi qui est important, puis ça je l'ai vécu, moi j'ai quelques clients, un fournisseur de services qui dit bon, on a décidé de ne pas loguer le trafic sortant parce que ça réduisait la performance sur firewall. Essayez de savoir si les données ont été exfiltrées sans log de firewall. Bonne chance, vous ne saurez jamais. Et là, on se retrouve dans des situations où vous avez un hacker qui se promène pendant 2, 3, 6 mois dans votre réseau et vous êtes incapable de savoir ce qui est sorti de votre réseau. Il a pu sortir la liste des employés, il a pu sortir la liste des clients, il a pu sortir vos comptes de banque, il a pu sortir ce qu'il voulait, personne ne le voit. Donc, c'est super important. Oui, puis ce que René Sylvain dit, c'est vrai, c'est que souvent, ils sont dans le système pendant longtemps. C'est pas comme ça dure pas 3-4 jours. Ils se promènent là-dedans pendant des semaines avant qu'il y ait des détections. Malheureusement, pas tout le temps, mais ça arrive. Alors, à quel point on est capable de reculer dans le temps, ça aussi, c'est vraiment important. La statistique qui est intéressante par rapport à ça, c'est 72 minutes. Ça, c'est le temps, à partir du moment où quelqu'un fait un double-clic sur un courriel malicieux et qui prenne le contrôle de votre environnement. 1h12, 72 minutes. Et à l'opposé, dans la moyenne des entreprises, ça prend 186 jours avant de savoir qu'il y a une brèche. Il faut être capable de ramener le temps de réaction plus proche de 72 minutes que 186 jours. Comment on le fait, Martin, dans ton responsabilité comme CISO, si on y va avec ton expertise à toi? Ben, ultimement, c'est ça, il faut se préparer à gérer ce genre de cas-là. Il faut préparer la défense d'organisation pour limiter les vecteurs, évidemment, les plus probables. Le ransomware, je pense pas que c'est vraiment un secret dans l'industrie. On connaît les facteurs d'entrée généraux, donc soit une vulnérabilité au niveau du périmètre, soit un courriel d'hameçonnage, on clique, puis à ce moment-là, le malware est téléchargé sur le poste, on collecte les identifiants ou les secrets sur le poste, puis on commence ensuite à faire ce qu'on appelle un mouvement latéral à travers le parc informatique et infecter d'autres systèmes pour collecter de l'information, puis on peut collecter ensuite les sources de données, à savoir où sont les crown jewels de l'organisation. Donc, de connaître cette path-là, en fait, l'idée c'est de mettre les
pense, aux bons endroits, de mettre la journalisation au bon endroit, pour s'assurer qu'on a puis même de ségréguer, en fait, ces endroits-là. C'est pas parce que vous avez un parc de 10 000 réseaux que c'est les 10 000 réseaux, en réalité, qu'il faut tout loguer, qu'il faut tout protéger. Il y a peut-être juste un subset qu'on a besoin de ségréguer du reste, donc il n'y a aucune connectivité avec le reste. Et c'est celui-là qu'on protège. C'est de ramener la surface d'attaque à un point focal, puis de défendre ce point focal-là en comprenant qu'on veut ramener un texte. Dans mes mots d'idée, sur une slide, on a un des concepts que j'amène de l'avant, c'est la topographie. Dans la topographie, c'est de savoir, premièrement, de connaître vos données. Quelles données sont critiques à l'entreprise? Je ne parle pas nécessairement juste des données sensibles, mais on parlait de la paie tantôt. Pour générer la paie, qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce que vous avez besoin d'un service? Et ce que nous, on recommande, c'est vraiment de venir faire des enclaves. Donc, plus c'est critique, plus il y a de couches de sécurité à passer. Je ne sais pas qui a dit ça hier, mais un hacker, à la base, il est sur un time clock. Hein? Il veut que ça marche, il veut que ça avance. Plus ça prend de temps avant qu'il puisse atteindre vos données, moins il va avoir d'intérêt. Donc, plus vous pouvez lui compliquer la vie, plus automatiquement, plus son intérêt baisse, plus il y a de chances qu'il va juste s'en aller. Donc, c'est vraiment le truc, moi je pense que le plus important, c'est vraiment de venir enclaver les données qui sont de plus en plus critiques et sensibles, même chose pour les services. Comme ça, vous lui rendez la vie de plus en plus difficile. Le gros challenge, évidemment, du CISO, quand vous en avez un, que ce soit in-house ou outsourcé, c'est d'instaurer une culture de sécurité déjà WMS au sein de l'entreprise, puis d'exposer l'entreprise à l'expertise de sécurité. Là, on parle beaucoup de sensibilisation, puis la seule image souvent qu'on a en tête, c'est le fameux cours qu'on doit faire à chaque année qui dit ben non, Georgette, tu ne dois pas rentrer ton numéro d'assurance sociale sur ce site pour sécuriser. Awareness, c'est plus que ça. C'est vraiment, même pour vous, au TI, au day-to-day, c'est de comprendre, OK, ce système-là, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas patché, il faut prendre action maintenant, c'est un système critique à l'organisation, on ne peut pas juste laisser ça aller. On a un système XYZ qui lance des logs bizarres, mais bon, il n'y a pas d'impact de performance, on va laisser aller pour le moment, je ne sais pas trop, j'en reviendrai plus tard là-dessus. C'est vraiment d'amener une culture de « oh, il se passe quelque chose, je vais prendre action maintenant ». Si vous outsourcez un peu la fonction de CISO, soit avec ce qu'on appelle les virtual CISO, les vCISO, les CISO on demand, vous allez avoir l'expertise pour tacler ces problèmes-là. Mais d'un point de vue culturel, ça devient difficile si vous n'avez pas un pied in-house, un genre de champion qui est formellement reconnu au sein de l'entreprise pour amener ce genre d'expertise-là. Puis une fois qu'on a cette culture-là, là, c'est le temps de mettre une bonne stratégie en place, de se faire un bon plan. Vous n'aurez pas un plan en 6 mois. Vous allez avoir des quick wins en 6 mois, c'est sûr. Si vous n'avez pas de multi-factor authentication, c'est le temps d'y penser maintenant. On parlait des assurances au départ. Hein? C'est maintenant, dans toutes les demandes, les assureurs exigent que vous ayez du multi-factor authentication. C'est dans tous les questionnaires. D'ailleurs, du point de vue des assureurs, je ne vais pas revenir sur le sujet au complet, mais les demandes maintenant vont jusqu'à plusieurs dizaines, voire centaines de pages de requis. Et les requis serveurs s'en viennent vraiment. Je crois qu'il y avait une confusion là, au niveau de l'assureur sur les requis à mettre en place au niveau de sécurité. Donc, d'avoir l'expertise de CISO qui est capable de démêler à travers ça, qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui n'est pas pertinent. Ben, au moins, si l'assureur ne sait pas du tout de quoi il parle, on va passer un mot. Hein? On va continuer à aller là-dedans. On a déjà eu un assureur qui nous a envoyé un rapport, dit hey, on a un scan dans le fond de votre profilage sur Internet et on a des vulnérabilités critiques que vous devez adresser. Mais c'était même pas en nous. Ça n'a même pas rapport à nous. La confiance avec l'assureur ne commence pas fort à ce moment-là. Mais pour une organisation qui n'est pas prête, on va commencer à patiner. Et dans ma même vidéo aussi, je vais juste faire un aparté. AXA a annoncé en début d'année passée qu'il ne payait plus les rançons du tout pour toute l'Europe. Donc on s'attend à ce que ça s'en vienne chez nous aussi. Donc il faut vraiment être prêt à réagir. Mais il y a quand même des bons assureurs, puis il y en a qui savent. Ah oui! Juste pour être clair. Mais ils se font accompagner, en fait, pour les questionnaires d'assureurs, c'est un bon point, Martin, en fait, ils se font accompagner par des experts comme vous là, pour préparer les questionnaires. Là. Bon, peut-être qu'il y en a qui utilisent. Oui, c'est ça. Ça dépend. Je ne sais pas avec qui tu as fait affaire, là, mais généralement, ils vont avoir un questionnaire qui va être vetté par des experts, puis il y a des conditions, en effet, pour que la police soit émise.
Même, moi, j'ai vu des scénarios où, par exemple, la MFA devait être activée à l'intérieur d'un délai de 90 jours suite à l'émission de la police, puis ça ne l'a pas été. Et puis là, il y a eu un incident, puis là, l'assureur dit, ben moi, je ne couvre pas parce que tu devais nécessairement activer pendant dans les 90 jours, puis tu ne l'as pas fait, alors c'est toi, tu es pris avec le problème. Là. Donc, il faut lire le fine print, s'assurer de parler à son courtier comme il faut, puis mettre en place ce qu'on s'est engagé à mettre en place, parce qu'autrement, on les comprend. Là. MFA de nos jours, oui, ça peut être compliqué, ça peut coûter cher. Là. Ouais, surtout à l'interne. Oui, c'est ça. Mais on s'entend qu'une assurance, c'est comme une assurance pour la maison. Je veux dire, ils vont payer pour ta maison qui est brûlée, mais tu n'auras quand même plus de maison. Dans le sens où c'est un, c'est pas après, c'est un post-priori. L'incident va être arrivé. L'idéal, c'est d'y aller en prévention. Moi, je préfère beaucoup plus mettre en place un système d'alarme avec un détecteur de fumée que de ramasser mon tas de sang pour recevoir un chèque. Tout à fait. Oui, en effet. Puis, si j'enchaîne avec ça, dans le fond, on parle de contexte de risque ultime. Donc, on a l'expertise, on est capable d'avoir une culture minimaliste de sécurité qui commence à s'imprégner. Maintenant, c'est quoi le contexte de risque d'organisation? Pour un MSP, ce ne sera pas la même affaire que dans l'extraction de minerais, right? Puis on a quand même des modèles très différents, puis c'est personnel à chacun d'entre nous. C'est important de bien comprendre, puis de décider à ce moment-là, c'est quoi les menaces qui sont les plus probables, les plus plausibles envers l'organisation. En tant qu'MSP, c'est sûr que l'accès à l'infrastructure client, les secrets sur les clients, ce genre de choses-là, c'est primordial comme risque, c'est très high risk, c'est très probable en fait que s'il y a intrusion, c'est vers ça qu'ils vont aller. Il y a ça, ce développement logiciel où on l'a vu par le passé, on essaie de backdoorer l'application, si moindrement il est populaire puis il est distribué, on va tenter de backdoorer l'application ou tout simplement d'obtenir de l'information des minorités ou d'obtenir des données sensibles sur le client pour les fameuses plateformes, les SaaS en ligne, on va tenter d'avoir accès. Donc c'est sûr que c'est les points stratégiques où on va vouloir mettre l'accent dans ce genre de modèle-là. C'est important qu'on comprenne, un coup qu'on comprend ça, c'est là qu'on rentre dans la segmentation, le logging, qu'on rentre dans la partie tactique de la chose. Dans la stratégie qu'on développe, évidemment, il faut prendre pas juste son réseau. C'est sûr que le quick win, le quick reflex, c'est justement adresser le réseau, adresser ça, mais on a des partenaires d'affaires. Eux, leur posture, leur ressemble à quoi? On a des fournisseurs logiciels. Est-ce ça ressemble à quoi leur gestion des vulnérabilités à cette organisation-là? Est-ce qu'ils publient des bulletins de sécurité en ligne? Est-ce qu'ils publient leurs vulnérabilités qui ont corrigé, qui ont été rapportées? Ou est-ce que c'est du genre à cacher ça sous le tapis? Je me souviens par le passé, j'avais eu la question, on fait comme ouais, là, vous avez des bulletins de sécurité chez Devotion qui sont disponibles. Oui, c'est toutes des bugs qu'on a corrigés. Soit à l'interne qui ont été déjà rapportés à l'externe, ça a été corrigé. On les publie pour que les gens fassent leur mise à jour, comprennent à quoi ils s'exposent, s'ils n'appliquent pas les mises à jour. Ouais, mais telle compagnie, eux, ils n'en ont pas. Et moi, ça me fait peur. Parce que s'ils n'en ont pas, on est en train de me dire qu'ils sont meilleurs que Microsoft, Oracle et compagnie, qui sortent des fois des bulletins de sécurité de 300 vulnérabilités et plus. Là, tu vas me dire que ce logiciel-là n'en a aucune. C'est pas. Je n'achète pas. Donc, d'avoir une certaine transparence, d'aller chercher cette information-là via la transparence fournisseur ou du partenaire, comment ils gèrent sa sécurité. Est-ce qu'ils ont un certificat ISO 27001? Est-ce qu'ils ont un SOC 2? S'ils ont un SaaS en ligne, est-ce qu'ils ont un SOC 2? Le SOC 2, c'est un rapport sur la conformité de sécurité, les contrôles de sécurité du service en tant que tel. C'est un rapport d'opinion dans le fond d'auditeur qui est ramené, qui va même vous dire s'il y a des défaillances, ça va être dans le rapport. Donc, on peut à ce moment-là aller chercher et savoir ça ressemble à quoi chez eux. Où est-ce qu'ils sont bons, où est-ce qu'ils sont moins bons. J'aimerais juste faire un aparté 2 secondes. Juste à main levée. Qui ici prend le temps de lire les Master Service Agreement des services que vous consommez en ligne? 2. Félicitations. Moi, je l'ai fait pour des clients. Et je vais vous dire que des services super populaires comme Zapier, quand vous lisez le Master Service Agreement, ça dit des choses comme on n'est pas responsable de vos données, vous ne pouvez pas nous poursuivre, on n'est pas liable si jamais vos données sont parties, et voici la liste de 82 partenaires qui ont accès à vos données. Quand on considère que ce service-là est servi pour gérer des contrats, gérer de la finance, je vous invite fortement à lire davantage ces documents-là. Ou si vous n'aimez vraiment pas le légal, je suis sûr qu'il y a une personne en droit que ça va vous faire plaisir de lire avant que vous signiez un nouveau service.
Parce que vous pouvez être en train d'exposer inutilement des données d'entreprise. Et également, quand un partenaire va arriver et qui lui va faire ses due diligence, il va dire ben non, on ne peut pas être votre fournisseur ou non, vous ne pouvez pas être notre fournisseur parce que. Donc, il faut prendre le temps. Et je sais que c'est vraiment pas quelque chose qu'on fait en TI. Je veux dire, la quantité de ULA que j'ai fait juste accept, je ne les compte plus. Mais ça devient critique. Le besoin, en fait, est inversement proportionnel à votre posture de sécurité. Plus qu'elle augmente, plus que le maillon faible devient le partenaire, le vendeur, le software. Donc, l'importance de faire plus de diligence à ce moment-là sur leur posture et leur façon de faire. Et beaucoup de nouveaux clients le demandent maintenant. Oh. Tu peux devenir fournisseur d'un client qui est moindrement grand, qui a moindrement d'envergure. Tu reçois le formulaire de 15 pages, tu peux répondre moi comme il faut, bonne réponse. Il remplit ici, le risk questionnaire. Et ça, c'est important. J'imagine que, je ne sais pas, hier, il y a une conférence sur la loi 25, le conférencier a dû en parler, mais c'est important de le faire. Là, ça fait partie des obligations légales maintenant des entreprises. Quand on partage des renseignements personnels avec un fournisseur, il faut s'assurer que sa posture de sécurité est adéquate, qui va protéger les données. Alors, il faut maintenant s'assurer de ça puis poser des questions. Puis c'est pas tout d'avoir des représentations générales dans une clause contractuelle. Il faut pousser l'analyse un petit peu plus. Donc, ça devient une culture de plus en plus présente au Québec. Ça s'intensifie avec le temps. Oui. On le voit chez l'Évolution, c'est régulier. Il y a à peine 4-5 ans, on n'avait pas tant de demandes que ça, mais maintenant, c'est régulier. La plupart des clients nous envoient un risk questionnaire. Des fois, c'est 300 questions. Oui. Ben, c'est parfait, c'est bien, c'est bon ça. C'est bien, mais c'est lourd. Ouais. C'est lourd. Oui, dans le processus de notre côté, c'est une charge dans le fond, qui est quand même intense. Ouais. On le prend, on le tranche, puis ultimement, on essaie de build up de ça, donc d'améliorer les processus et tout. Mais définitivement, c'est une tendance qui monte. Puis si vous ne le faites pas maintenant, puis vous en savez déjà une couple, on vous le demande, ça fait 1, 2, 3, vous avez, je vous dis tout de suite, si vous ne prenez pas un virage pour déjà mettre des contrôles et être capable de répondre aux points au moins les plus importants, une politique de sécurité, MFA, ou un plan de réponse aux incidents, etc., tantôt, ça peut carrément jouer contre vous d'un point de vue avantage compétitif. Donc, on va préférer aller vers quelqu'un qui va peut-être être so-so, mais au moins qui va rentrer dans le cadre des exigences de l'organisation. C'est quelque chose qui peut jouer au lendemain. Parlant de culture de cybersécurité, combien de personnes ici ont OneDrive for Business? Parfait. Qu'est-ce que vous faites si un utilisateur vous appelle et vous dit hey, ça fait 4 fois qu'on me demande de rentrer mon password en dedans de 2 heures, je ne comprends pas pourquoi. Habituellement, c'est synchronisé, puis il ne demande pas de rentrer le password, c'est souvent ça. C'est arrivé à un de mes clients, puis le client, son réflexe a été de m'appeler. Regarde, j'ai ça comme behavior, c'est pas normal. Quand on a fouillé, il était victime d'un password spray attack sur Azure AD. Et son compte était ciblé. Et on voyait, à intervalles irréguliers, la Russie, la Corée du Nord, la Chine, qui rentraient, qui essayaient des mots de passe au niveau 1 de Microsoft. Pourtant, on avait mis des politiques pour dire non, vous ne pouvez pas faire de sign-in si vous venez de cette liste de pays-là. On a une liste de 42 pays. Mais ce qu'on a appris, c'est que chez Microsoft, le niveau 1, donc le username and password, n'est pas affecté par les politiques conditionnelles. Les politiques d'accès conditionnel s'appliquent juste au niveau 2. Donc, une fois qu'on a du MFA, parce qu'il y a trop de volume au niveau 1 pour pouvoir mettre les accès conditionnels. Donc, il y a eu des implications à ça. Il a fallu aller moderniser les services qui sont hérités, ancestraux, legacy, pour qu'ils puissent passer le Modern Authentication dessus, pour que tout le monde ait le MFA, pour que le password spray attack devienne, en guillemets, irrelevant. Tu vas avoir mon username and password, tu vas être capable de l'avoir, mais tu ne seras pas capable de rien faire avec. Mais tout ça est parti du fait que OneDrive demandait de s'authentifier plus souvent que d'habitude. C'est important, quand on parle de culture de cybersécurité, c'est vraiment d'avoir ce réflexe-là. Mais on parle du président de l'entreprise, on ne parle pas d'un gars technique ou d'un développeur, on parle d'une personne qui est à la base administration, vision, vente, vraiment plus axée sur la culture, mais il y a eu de bons réflexes. Donc, c'est de venir implanter cette culture-là dans l'entreprise. Puis, tout à fait. Puis, un des points, en fait, qui est intéressant, au final, le dernier point, du rôle d'un CISO, ultimement,
tu parlais tantôt, Simon David, tu es inquiet, puis c'est toi qui dois gérer ça, c'est sur tes épaules. Le ciseau, c'est le rôle, c'est un peu d'enlever ça aussi. Une partie, je ne peux pas prendre l'imputabilité dans le fond de ce qui se passe, mais il y a une bonne partie de la responsabilité de on va gérer ça ensemble, on va builder ça ensemble, puis s'il y a un incident, on va le traiter du mieux qu'on peut ensemble, au moins on va faire déjà avec une connaissance de l'autre, on va déjà avoir un plan, on va déjà savoir qui appeler, on va démarrer quelque chose. Et qu'est-ce qui fait qu'on dort mieux la nuit? C'est-tu parce que là, tu as un ciseau que tu dors mieux la nuit? Non. C'est-tu parce que tu as activé le MFI que tu dors mieux la nuit? Non. Qu'est-ce qui fait que tu dors mieux la nuit? Il faut tester, il faut évaluer, il faut avoir des assessments, il faut que quelqu'un arrive et on ait un œil d'un tiers qui dit « OK, moi j'ai fait évaluer selon un standard international et vous remplissez au moins une checklist. » Là, il y a bien des gens qui vont dire « Ouais, mais la conformité, c'est quoi tout? Ça ne t'empêche pas de te faire breacher. » Absolument, absolument. La conformité faite pour de la conformité, ça ne sert à rien. Une conformité qui est faite vraiment en connaissance de cause et ciblée vraiment dans la stratégie de protection des actifs, ben, elle a une plus de valeur, puis oui, ça permet de savoir que les contrôles de base sont en place. Les tests d'intrusion. Les tests d'intrusion, à l'inverse, les gens, on dirait qu'ils ont plus confiance en ça, parce que ça amène des rapports rouges, on a trouvé les portes d'entrée, parfait, on patch les portes d'entrée, maintenant on est safe. Et que non, les gens ne réalisent pas qu'un test d'intrusion, là, oui, ça donne une certaine confiance qu'on évalue les vecteurs les plus faciles, mais ça reste du best effort. Right? Si vous commandez un pentest de 2 jours sur 10 000 range, c'est sûr que vous allez avoir de quoi de moyen comme rapport. Peut-être que vous allez avoir du rouge, un corrigé, mais qu'est-ce qui a été manqué, qu'est-ce qui a été overlooked? Si vous commandez un test de 2 jours versus un test de 30 jours, ben c'est sûr que le test de 30 jours, vous dites, OK, je donne une meilleure assurance qu'on est allé plus en profondeur. Mais encore là, est-ce que la surface était juste trop grande? La compétence des testeurs, je ne veux pas être là, puis j'enlève rien, c'est faire du pentest, ça demande des skills quand même assez rares, très poussés, très avancés techniquement. Par contre, qu'est-ce qui arrive, c'est que le testeur, si ça fait 1 an qu'il est là versus 10 ans, vous n'aurez pas le même résultat de tester non plus. Puis, dans le même ordre de pensée, moi j'ai vu des tests où il y avait des équipes de sécurité sur place. On ne parle pas de compagnies de 10, 15, 40 personnes, une compagnie de 2000 personnes, équipe de sécurité en place. Et ils ont rentré de faire un pentest pendant, on n'était pas rentré pendant 30 jours à peu près, et on a trouvé des choses aussi banales que, genre, un UPS qui avait un mot de passe par défaut. Le UPS, quand il y a un rack complet de serveurs dessus, puis le mot de passe est par défaut, ça veut dire que quelqu'un peut rentrer puis mettre vos serveurs à off. Ouais. Mais ça, c'est un exemple. Il y en avait 40 pages comme ça. C'est pas parce qu'il y a une équipe de sécurité en place, c'est pas parce que vous faites des efforts à tous les jours qu'il n'y a pas des choses qui ont été, encore une fois, overlooked. Le ciseau, en fait, il est capable de prendre ce rapport-là puis de mieux aider les preneurs de décision à comprendre le résultat de ce rapport-là, c'est quoi le key takeaway qu'on veut comprendre. Si on a énormément de quantité de vulnérabilité dans le rapport, c'est quoi la cause? Qu'est-ce qui fait qu'on en a autant? C'est cette interprétation-là qui est bonne. Souvent, dans ces rapports-là, c'est j'enlève rien aux firmes qui font ça. Ils vont dire très exactement ce qu'eux voient, ce qu'ils pensent. Ils vont dire patch management, ce genre de choses, mais en réalité, qu'est-ce qu'il y en a également au niveau de l'organisation pour qu'on en arrive là? À l'inverse, si on a juste 2-3 vulnérabilités qui sont élevées ou moyennes, est-ce que c'est problématique? Est-ce que c'est le test qui a mal été exécuté? Est-ce que la portée du test était trop petite ou mal définie qui a amené un rapport qui était dans le fond plus ou moins de valeur? Ben, c'est le genre de choses que on a besoin comme expertise à l'intérieur de l'entreprise ou au moins d'avoir de quelqu'un qui est capable de pallier entre les preneurs de décision, les tests qu'on fait en prem. Puis pourquoi je vous parle de ça? Parce que si un pen test c'est du best effort, puis si de la conformité c'est de la conformité, comment qu'on fait pour, dans le fond, avoir une paix d'esprit? L'idée, c'est de les stacker ensemble. En stackant ces exercices-là ensemble, en les planifiant, en planifiant une portée spécifique à chaque fois sur ce qu'on veut vraiment évaluer. Pas faire un pen test comme que j'appelle la salle de conférence. Ils rentrent dans la salle de conférence puis ils partent leur truc là. Ils laissent aller 2 jours, tu as un rapport. Non, non, non. Qu'est-ce qu'on a mis en place dernièrement ou un système? C'est quoi notre système critique? On les isole là, puis c'est là qu'on veut tester, c'est là qu'on veut aller. On a mis en place une nouvelle ségrégation réseau. Ben non, moi, je vous mets dans une zone que je ne suis pas supposé d'accéder à l'autre. Montrez-moi si vous êtes capable ou non d'accéder à cette zone-là. On a mis un nouveau système de défense en place. Parfait, vous allez attaquer ce système-là. On veut voir si le contrôle fonctionne. Là, on commence à avoir des données, des rapports qui vont donner de la valeur. En plus de la conformité, en plus des exercices internes. C'est tous ces exercices-là que vous allez voir
dans le fond, le niveau de maturité carrément du programme augmenter avec le temps parce que vos résultats vont être meilleurs dans tous ces exercices ensemble. C'est comme ça qu'on dort mieux la nuit, qu'on est mieux préparé, qu'on peut mieux réagir quand il se passe quelque chose. Merci beaucoup à vous quatre. Il reste quelques minutes pour peut-être une ou deux questions de l'audience. Je ne sais pas si on a une question juste ici. Oui, on a-tu le micro, Jen? Merci, désolé de te faire courir. Merci pour le conférencier ou panélistes. Par rapport au début, vous mentionniez que c'est important d'avoir nos logs de nos systèmes, de bien les trier, de s'assurer d'avoir toutes les informations en cas de brèche pour pouvoir remonter ça. Comment vous faites aujourd'hui pour remonter à vos CEO cette importance quand on met ça au milieu de... un point que vous avez évoqué, c'est que les logs ça coûte cher, puis il faut mettre ça parmi les shift and lift dans le cloud. Mais c'est que shift and lift, il faut refaire ton architecture. Puis il faut en profiter aussi pour faire un shift left security. Fait que maintenant c'est aussi le temps d'intégrer la sécurité. Puis by the way, quand tu bouges tes affaires dans le cloud, puis tu mets la sécurité, puis tu fais l'infrastructure as code, c'est aussi le temps d'intégrer des pratiques FinOps, un autre truc qu'on voit apparaître, genre hey, si vous voulez prévoir vos coûts, il faut aussi shift left. Donc là on est en train de tout shift left, et en même temps il faut réussir à justifier, by the way on va rajouter encore des coûts supplémentaires. Fait, comment on fait pour vendre ça à nos CEO justement, que tout est important, tu sais. Fait que là tout n'est plus important, c'est difficile de mixer tout ça, parce qu'effectivement chaque morceau que je viens d'aborder a son pesant. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un produit justement pour les CEO, pour qu'eux-mêmes puissent avoir la visibilité sur ce qui se passe dans leur parc d'un point de vue purement appareil. Donc, nous, le point de vue qu'on a amené, c'était vraiment de dire, je vous donne un exemple, si quelqu'un est pour lancer une attaque, ou s'il pourrait exfiltrer de la donnée, la première place où il va passer, c'est un appareil. Ça va être soit un téléphone, soit une tablette ou un PC. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on vient déployer de façon automatisée la suite Defender de Microsoft. Et ensuite, on rapatrie toutes les données dans le cloud. Et ce qu'on a réussi à faire, c'est automatiser tout ça pour essayer de minimiser les coûts, justement. Mais l'idée, c'est qu'on se ramasse avec une instance, par exemple, Sentinel ou Defender, où ce que les données de postes s'en vont, et ça nous donne une première vue au niveau des postes. En passant pour tous ceux qui sont ici, qui ont déjà Business Premium ou E3, qui sont déjà en mode Microsoft 365, ces outils-là, ils existent. C'est pas les plus dispendieux, c'est pas les top leaders dans le cadran, mais ils sont quand même dans le côté leader dans le cadran. Et ça permet d'arriver à faire ces premières étapes-là et à montrer les premiers rapports à la direction pour dire, en passant, on était à 15% de sécurité, on est rendu à 14 au niveau des... On est rendu à 34, 35, 40. Il y a un avancement, puis il y a moyen de montrer du progrès. Et à partir du moment où on pogne un certain seuil de sécurité au niveau des appareils, on peut voir les épaules qui commencent à rebaisser un peu, puis on peut voir un certain calme qui commence à s'avérer, juste par le fait d'avoir cette traçabilité-là, de voir qu'on a regardé les vulnérabilités, on est capable de mettre en place les patchs. Tu sais, on vient vraiment normaliser un petit peu l'environnement de sécurité. Parce qu'on sait, je veux dire, la plupart des événements, c'est courriel, file de configuration qui n'a pas été patché. Donc, on est vraiment dans, il faut tenir les appareils à jour, il faut les surveiller, il faut collecter les logs. À partir de là, avec le MFA et le reste, on vient commencer à faire une base de ce aspect. Mais ultimement, le CEO, la chose à ne pas faire, c'est d'apporter tout ça de même. Ultimement. Le point de vue technique, je suis d'accord. Ouais. Moi, j'ai donné un talk l'année passée sur les premiers 90 jours du CISO, puis à ne pas faire, en fait, c'est d'amener une pile de problèmes. On n'est pas là pour amener des problèmes, on est là pour amener des solutions ultimement. Puis, on a des solutions technologiques qui permettent de mesurer l'avancement du programme. C'est sûr que si on n'est pas capable de mesurer ou d'au moins de démontrer que l'avancement, c'est un failure en partant, mais comment qu'on a le buy-in en partant ou early, c'est de choisir qu'est-ce qui est core à la business en premier, choisir ses combats. Donc, ce qui est le lowest effort à quelque part, mais avec le highest
risk reduction que tu peux aller chercher. On commence par ça, puis d'amener une approche de contribution. C'est ça, là, il n'y a pas un CEO qui va vous dire non si vous démontrez à quelque part que cette initiative-là peut aider à la productivité ou à la mission de l'organisation. Donc, par exemple, c'est niaiseux, mais la gestion des identités et des accès, on s'en est rendu compte, oui, l'idée de gérer ces identités et ces accès, on réduit les risques, hein? On applique les privilèges de le least principle, least privilege principle, donc on a les accès seulement nécessaires aux besoins de l'employé pour travailler, mais comment on fait ça pour augmenter la productivité de l'organisation? Bien, déjà d'avoir, ça amène un asset management, ça amène un ownership des systèmes, ça amène aussi des rôles clairement définis qui approuvent les connexions, qui a ownership du système. Juste le fait de ramener ça, puis de démêler ça, puis d'instaurer ça, ben là, on n'a pas le cas où un employé qui veut un accès à un système, on ne sait pas c'est qui donne accès à ce système-là. Merci beaucoup. Et juste pour conclure, si vous voulez faire part à votre CEO, faire un exercice de simulation de cyberattaque, généralement, c'est pas mal efficace. Puis ça, on passe par, on va faire un IRP, puis après ça, on va dire à la direction, on a un IRP, on aimerait ça le pratiquer. Là, ils en font un, puis ils réalisent à quel point c'est catastrophique sur leur vie pendant 2-3 semaines, 1 mois. Alors, ça peut être aussi une bonne façon de leur faire part. Merci beaucoup. Bonne belle appréciation. Merci.